Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon littéraire. Un épisode particulier parce que vous, auditeurs, vous m'entendez donc sur le podcast du Salon littéraire, mais également vous, chers abonnés de YouTube, vous nous voyez parce que c'est également une vidéo sur ma chaîne des mémoires d'Adrien. Donc c'est un épisode à la fois sur mon podcast et à la fois sur YouTube. C'est la toute première fois qu'on va faire ça. Et je reçois aujourd'hui Jennifer Kerner. Jennifer, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien, merci à toi. Tu es docteur en archéologie, tu es créatrice de la chaîne YouTube Boneness Archéologie sur laquelle tu présentes des faits préhistoriques et mortuaires étonnants, mais tu es également l'autrice d'un ouvrage très remarqué chez Gallimard qui est Le Mari de nuit, dans lequel tu expliques comment est née ta passion pour l'étude des rites funéraires dans les civilisations anciennes ou contemporaines. Donc j'ai vu que c'était à la fois un essai et un récit personnel. Tu as également écrit un essai sur les femmes et la préhistoire qui s'appelle Lady Sapiens. Mais aujourd'hui, je te reçois pour le Tissu de crin, édité chez Mercure de France cette année, et qui est ton premier roman. Eh oui, c'est une grande étape. Oui, j'imagine. Alors c'est un roman que j'ai lu, que j'ai adoré, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, donc je suis vraiment ravi de t'accueillir, vraiment merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté, et puis félicitations pour ce roman, on aura l'occasion d'en parler durant cet épisode. Merci. Alors, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes accueillis aujourd'hui à la librairie L'Astrolabe, qui est située à Rennes. Donc voilà, nous remercions Xavier et Simon qui nous ont très gentiment prêté une salle de leur librairie. Voilà. Si un jour vous passez sur Rennes, n'hésitez pas à leur faire bonjour, ils ont une super librairie, un univers vraiment à eux et une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé ici, qui est l'édition Argile, qui fait de très beaux romans. Voilà. Donc je tiens encore une fois à les remercier pour leur accueil. Jennifer, avant d'aborder ce roman, ma première question, c'est sur ton rapport à la littérature. Est-ce que tu as toujours aimé lire la littérature? Quand est-ce que tu as commencé vraiment à en devenir une grande passionnée? Et puis surtout, pour toi, qu'est-ce que représente la littérature? Certains disent que c'est un voyage, d'autres qui disent que ce sont des amis, les livres. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ah oui, pour moi, c'est réellement un voyage. Ça a été ma première ouverture vers le monde, Mhm. à une époque où j'étais un petit peu enfermée dans ma campagne. J'ai commencé vraiment à lire vers l'âge de 9 ans. D'accord. Oui, ça a vraiment été pour moi une révélation de s'évader à Mm. travers les pages. Chez nous, on lisait beaucoup, on lisait de tout, sans aucun snobisme, tu vois. Donc, je me souviens d'avoir dévoré à ce moment-là, par exemple, la collection Chair de poule. Oui, oui, oui. Voilà, c'était juste une entrée en matière Mm. pour voir si j'étais capable de supporter les livres d'horreur, parce Mm. que ma mère est une très grande fan de Stephen King. Elle m'a transmis sa Mm. passion. Donc après, j'ai dévoré tous les Stephen King et en même temps, voilà, on a une grande attache à la poésie, à Pons, à Baudelaire, à Hugo aussi que j'adore, qui reste un de mes auteurs préférés. Donc tu vois, pour nous, la littérature dans l'héritage familial, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, de l'évasion et pas forcément de la culture avec un grand C. Donc il y a des ouvrages exigeants que j'ai lus très très vite et en même temps voilà des choses qu'on lit dans les gares, du roman noir, du roman de gare, du roman policier. J'aime tout en fait. D'accord. Et depuis toujours, ça a toujours été éclectique, ton univers littéraire. Oui, j'ai toujours aimé lire de tout. Et aujourd'hui encore? Et aujourd'hui, je me suis un peu éloignée de la poésie parce que j'ai du mal à me reconnecter à la poésie contemporaine, Mhm. j'avoue. Et comme j'ai beaucoup mangé de poésie Mm. romantique, 19e, etc., Oui. je me suis un petit peu éloignée de ça. Mais j'ai toujours un grand plaisir à prendre des petits ouvrages populaires. D'accord. Je ne rate jamais une sortie d'Amélie Nothomb, par exemple. D'accord, donc chaque Voilà. année, tu sais qu'en septembre, tu as ton Amélie Nothomb Fin qui août, t'attend, fin août, début début septembre. septembre, ouais. Bon, très bien. Et alors, de la littérature à l'écriture, certains disent qu'il n'y a qu'un pas. Est-ce que, alors j'ai parlé des essais que tu as publiés. Là, c'est ton premier roman, je le disais. Même si, encore une fois, Le Mari de nuit était vraiment un récit personnel également, donc il y avait peut-être déjà un début de littérature dans cet essai. Est-ce que tu as toujours écrit et sinon, pourquoi maintenant tu t'es dit, tiens, moi aussi j'ai envie d'écrire mon roman maintenant? Alors en fait, j'ai toujours écrit, mais toujours
pour autre chose que de la publication en réalité, D'accord. puisque très très vite, avant d'être archéologue, j'étais comédienne, Mhm. donc je faisais du seul en scène, donc j'écrivais mes seuls en scène D'accord, à une oui. époque où c'était pas du tout la mode d'ailleurs, donc c'était un peu étrange ce que je Oui, faisais et je pouvais oui. me permettre en fait de faire des seuls en scène qui étaient un peu en dehors des codes, puisque les gens ne s'attendaient pas en fait à quelque chose de particulier en venant voir une femme toute seule sur scène, une jeune fille. À l'époque, j'étais très jeune fille. Mhm. Donc j'ai écrit beaucoup pour la scène, pour Ouais. moi-même seule, pour mes amis aussi, des pièces de théâtre, voilà. Après, j'ai été pigiste pour Historia, donc j'ai Ah oui. aussi écrit sous forme journalistique et beaucoup plus brève, ce qui a été une très très bonne école d'ailleurs, hein, pour voilà la phrase frappante, efficace, courte. Ça a été vraiment très très constructeur dans ma façon d'écrire. Et puis, bien évidemment, j'ai une thèse en archéologie, D'accord. donc l'écriture à la fois de la thèse et des articles de sciences qu'on publie en tant que docteur, puis en tant qu'ensuite que chercheur, enseignant-chercheur, etc. C'est un autre rapport à l'écriture qui fait que pour moi, l'écriture a toujours été dans ma vie, mais toujours sous des formes un peu productivistes, si j'ose dire. Tu Mhm. vois, quelque chose qui était là non pas en soi pour la beauté du geste d'écrire, mais pour faire passer une information ou pour créer autre chose, un spectacle vivant, etc. Donc c'est vrai que ce roman, c'est une nouvelle manière d'appréhender l'écriture avec juste le plaisir du geste d'écrire et la seule destination qui est en face, la lecture, quoi. Oui, bien Mm. sûr. Et justement, la littérature, le propre de la littérature, c'est de continuer cette écriture, c'est l'acte d'écrire, mais avec un idéal de beauté derrière. Et on va y revenir tout au long de cet épisode. Le rapport à la beauté dans ton livre, il est vraiment très prégnant C'est et central, il ouais. est paradoxal. Donc Tout à on fait, va ouais. y revenir. Bon, ben c'est parti. Alors, commençons maintenant à parler de ton roman. Donc, il est là, avec donc chez Mercure de France. Donc, je disais, ça s'appelle Le Tissu de Crin. Et on va avoir en parallèle deux personnages qui sont centraux dans ton roman. Il y a assez peu de personnages finalement, on les suit vraiment principalement les deux, Jean d'un côté et Ida de l'autre. On est dans les années 50, en 1952 peut-être. 3. J'ai choisi 53 en fait parce que c'est l'année de la naissance du livre de poche. 1953, Ida à la cinquantaine, Mm. est une femme qui a eu de l'ambition, qui a réussi parce qu'elle est première d'atelier dans une maison de luxe importante à Paris. Elle a eu un enfant, ensuite elle a abandonné son enfant et son époux. Elle vient d'une campagne à la base et elle est dans un atelier. Elle a jamais vraiment été amoureuse. Elle le dit. On sait même pas si le bonheur finalement elle l'a tutoyé un jour. Elle a réussi. C'est une femme de pouvoir finalement parce qu'elle est première d'atelier, mais a-t-elle été heureuse? On ne le sait pas. Jusqu'à ce qu'un jour arrive Jean, qui a la vingtaine, si je me souviens C'est bien, ça. qui a la vingtaine et qui arrive pour être un mannequin de cabine, c'est ça. Est-ce que Mhm. tu peux juste peut-être expliquer d'abord aux Mannequin auditeurs et qu'est-ce que cabine. c'est qu'un mannequin de cabine, parce que je ne le savais pas moi-même avant de lire ton roman. C'est un métier qui existe toujours, mais qui existe moins. En haute couture, on a deux catégories de mannequins. On a les mannequins podium, c'est-à-dire les mannequins qui présentent les œuvres Mmh. pendant les défilés, et on a les mannequins cabines qui sont en réalité des genres de poupées vivantes Oui, qui restent toute la journée dans l'atelier sur un espèce de petit piédestal et sur lesquels on va coudre directement le vêtement en fait. oui. Donc c'est un métier qui est à la fois un peu qui est physique, qui est objectifiant pour la personne et un peu dégradant aussi dans le sens où bien sûr les gens qui sont choisis pour être mannequins cabine le sont parce qu'ils ne sont pas jugés suffisamment beaux pour être présentés au grand public. Et ça a une importance là aussi, le fait de ne pas être suffisamment beau. C'est cette imperfection finalement qui va faire que Ida va avoir une sorte de coup de foudre à l'égard de Jean lorsqu'il arrive, parce que tu le dis très bien, et c'est vraiment très beau ce passage sur la beauté. J'en citerai après peut-être, mais elle est entourée par la beauté et finalement ça devient presque quelque chose de banal. Or pour elle, la beauté, ça doit être quelque chose d'exceptionnel pour créer du sentiment et pour provoquer quelque chose chez elle. Et arrive cet individu avec un regard gris, vide, elle ne le comprend pas trop, et c'est ça finalement qui fait qu'elle se sent terriblement attirée par lui. Mhm. Et toute la première partie de ton roman va être la montée de ce désir et comment ça se ressent chez elle, comment ça se manifeste chez elle, sans que lui pour l'instant on ne sache trop qu'est-ce qu'il a dans son esprit. Et c'est très fort parce qu'on a une partie qui ensuite va basculer dans un tout autre univers, mais on a d'abord donc cette montée du désir chez Ida à l'égard de Jean.
Et puis petit à petit, c'est un roman qui va se dessiner comme étant le roman de l'emprise d'une femme de pouvoir sur un jeune homme. C'est quelque chose qu'on voit assez peu en littérature. Je ne sais pas si toi tu as des exemples dans la littérature classique comme ça d'emprise d'une femme sur un jeune homme. Pourquoi as-tu fait ce choix qui est audacieux et qui est assez rare? Moi j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas d'exemple en tête. Écoute, on n'a pas trouvé d'exemple qui aille jusque-là. En tout cas, on va peut-être pas dévoiler Non, trop c'est pour jusqu'à ça. quel Oui. point Non, non. elle va le pousser dans des extrémités, mais à notre connaissance, non. C'est vrai que ça a été débattu avec mes éditeurs, Oui, puisque alors à la base, ce titre d'ailleurs, qui est, je trouve très joli, je le dois à Jean-Marie Laclaftine, qui est mon éditeur chez Gallimard, qui a d'accord. publié Le Mari de nuit il y a quelques mois. Et donc, on a discuté à la fois avec Jean-Marie Laclaftine et avec Isabelle Gallimard, qui a donc édité ce roman au Mercure de France, sur cette timidité des autres auteurs à parler d'un phénomène d'emprise qui est certes minoritaire dans la vie, hein, mais qui existe. On a tous un exemple en tête Oui, d'homme qui se fait manipuler par une femme. Alors là, plus âgé, mais pas forcément plus âgé, hein, parfois juste plus charismatique ou avec du pouvoir. Et pour moi, c'est un acte quasi militant parce que on est dans une période où on parle de l'égalité femmes-hommes, mhm, où c'est quelque chose d'important. Et en littérature, je trouve que on a besoin de femmes qui soient comme ça, parfois désagréables, parfois mauvaises. Elle reste humaine, hein, elle a des côtés un peu attachants, mais c'est quand même une femme puissante et nocive. Et c'est vrai qu'en littérature, les femmes puissantes sont généralement des modèles et pas des anti-héroïnes. Il y en a chez Leila Slimani, mhm, qui est d'ailleurs publié par Jean-Marie Laclaftine, donc je crois qu'il mhm. y a une petite filiation qui s'est Oui. faite. Il y en a aussi chez Joséphine Donadieu, qui est Ah oui, également chez Laclaftine, donc je pense que là, oui, en effet. il y a un Ah creuset oui, de... absolument, j'y ai pas pensé. Ouais, ouais, Effectivement. ouais. Avec une histoire de France, par exemple, Oui, qui présente une femme pédophile absolument terrible dans son emprise face à une fillette. Et je trouve il nous faut des personnages comme ça, même si c'est vrai que euh, euh, en réunion marketing, on a tendance à nous dire que c'est pas très vendeur. mhm, Les neurosciences nous ont prouvé que pour faire un best-seller, par exemple, il faut un personnage auquel les gens s'attachent tout de suite, s'identifient. Là, dans mon ouvrage, on va avoir du mal à s'identifier à Ida, oui. même Ni à si Jean d'ailleurs, c'est ni à compliqué. Jean. Plus on les découvre, moins on s'attache. C'est ça, plus on les découvre, plus on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette humanité? Et en même temps, Ouais. cette humanité-là, elle existe, on la côtoie dans la vraie vie. Oui, Et pour moi, le rôle de la littérature, c'est justement de montrer la vraie vie, toute la vraie vie. Oui, j'ai pas envie de m'évader moi quand je lis un livre. J'ai vraiment envie qu'on me tende un miroir de la société et pas forcément pour voir le plus joli reflet, quoi. d'accord. Mm. Ah oui. Et pourquoi cette époque? Alors tu parlais tout à l'heure de la date de la création du livre de poche. Euh, Pourquoi? J'ai bien aimé du coup, moi je faisais référence tout à l'heure au fait qu'à un moment donné il y a un coup d'éclat de cette Ida et qui dit vous savez pas qui je suis, moi je ne vote que depuis 8 ans. C'est Mm. quelque chose qui est vraiment très important et c'est une scène qui est vraiment très marquante dans le livre. Et pourquoi également l'industrie du luxe? Pourquoi on choisit cet univers dans lequel on se dit en général, l'image qu'en ont les gens, c'est plutôt ce sont des jeunes filles qui sont manipulées Oui, par des hommes qui se mûrs ou aussi âgés, je ne sais pas, mais c'est effectivement majoritairement le cas dans cette industrie, voilà. comme dans beaucoup d'industries Hmm. où il y a beaucoup d'argent qui Il y circule a en fait, hein, l'argent, le il y a la beauté, cinéma, là. etc. Hmm. Exactement. Alors en fait, ma grand-mère était couturière. Hmm, Dans les d'accord. années 50, elle était à Paris et elle était couturière, donc c'est vrai que tout mon imaginaire de la création de haute couture, elle est nourrie par les expériences que ma grand-mère me racontait. Et c'est une époque que j'adore en plus, que je trouve extrêmement esthétisante sur les vêtements, mais aussi sur le rapport à la ville, à l'architecture. Il y a une scène qui se passe dans le métro, par exemple. Hmm, Les métros étaient absolument. très pittoresques pour Oui. nous. Et puis en tant qu'archéologue, j'aime bien me plonger dans une période particulière et essayer aux gens de faire ressentir cette période comme s'ils y étaient, quoi. D'accord. Et donc j'ai fait énormément de recherches, des archives INA, des archives photographiques, pour coller au plus près de la réalité de l'époque. Et c'est vrai que c'est une époque que je trouve fascinante parce que c'est une bascule où justement les femmes ont un peu plus de pouvoir, mais encore pas totalement. Elles ont toujours pas le droit, par exemple, d'ouvrir un compte en banque sans la signature du mari. Donc voilà, on est sur une période où ça commence vraiment à bouger, mais où ça bouge trop lentement
en réalité. Et cet univers du luxe et de la beauté, ça m'intéressait aussi parce que on est dans une époque où tout doit être très très beau, hein. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux en off. Mm. C'est extrêmement stressant d'être sur les réseaux sociaux. Il faut toujours être à son maximum, que le plat soit à son maximum aussi. Enfin, tout doit être esthétisé. Et c'est une pression très contemporaine, je trouve. Et ça m'intéressait du coup de faire un ouvrage qui parle du beau, parce que le beau, comme dit Ida, ça peut être libérateur, ça devrait être quelque chose qui nous sort de nos existences moroses et qui nous donne du plaisir. Là encore, les neurosciences le montrent, hein. Quand tu regardes un beau paysage ou un beau tableau, tu as cette espèce de shoot d'endorphine qui arrive et on en a besoin. C'est pour ça qu'on fait de l'art depuis si longtemps. Et en même temps, le beau peut être aussi une forme d'esclavagisme, quoi. Et c'est pour ça que j'avais envie de traiter de ce sujet en inversant un peu les positions, c'est-à-dire en mettant dans le rôle de la personne belle et objectifiée un homme et pas une femme, quoi. Alors je disais tout à l'heure justement ce rapport à la beauté qui est très spécifique et particulier dans ton roman, et le fait même que elle, ce qui l'a attiré chez Jean, c'est son imperfection, c'est une dose d'imperfection. Et j'ai noté voilà plusieurs passages où on a cette conception du beau dans ton roman qui est vraiment très singulier. Je cite par exemple: le beau se devait d'être une exception, une bulle dans laquelle on se réfugie lorsque la crasse des journées de labeur a saturé les pores de la peau au point de s'enfiltrer dans l'âme. C'est vraiment très bien écrit et c'est très puissant, hein. Là encore, c'est alors qu'elle avait été happée par la beauté du sang sur le sable. Elle a vraiment une conception du beau très atypique, ou encore la chose la plus désolante du monde est que l'on s'habitue à la beauté pure. Et en revanche, on ne se lasse jamais d'observer la beauté lorsqu'elle comporte une infime part d'imperfection. En fait, elle est tellement entourée par la beauté dans cette industrie du luxe que ça ne lui fait plus rien. C'est ça. C'est terrible. Comme nous, on est entouré par une espèce de beauté artificielle, tu vois, avec les filtres, Photoshop, Oui. etc. Et qu'on a du mal maintenant à apprécier un visage nu, sans maquillage, avec des pores de la peau apparents, alors qu'on est toutes comme ça. Mm. Et que ce qu'il y a de beau dans le beau et dans la vie, c'est justement la vie elle-même, quoi. Mm. Donc quand on lisse tout et qu'on rend tout très artificiel, on perd l'essence même de la beauté qui est la vie. Oui. Et ce regard gris qui l'attire chez Jean, des pages ensuite et des chapitres vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard gris. Et en fait, on va découvrir que Jean est un personnage très atypique aussi, très particulier. Les deux, ils sont aussi particuliers l'un que l'autre, mais pour des raisons différentes. Et j'ai trouvé que même si, alors justement, ton livre, et on va pas le révéler évidemment aux auditeurs et aux abonnés de YouTube, on en apprend davantage sur leur passé. Ils ont les deux des choses assez sombres dans leur passé. Et donc on découvre que c'est des personnages qui sont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de moins en moins attachants, qui ont provoqué du malheur autour d'eux, soit consciemment, soit inconsciemment. Mais ce que j'ai trouvé qui les reliait, leur point commun, c'est que c'était des personnages libres d'esprit, parce que ils ont grandi dans des milieux, et on connaît ces milieux, dans lesquels il faut faire les choses parce que ça se fait comme ça. Ouais. Et j'ai noté des extraits, si tu es d'accord, peut-être d'en lire un après tout à l'heure, qui je trouve vraiment les caractérisent beaucoup les deux. Et ça se faisait, c'est comme ça, donc il faut faire ça, il faut se marier avec le voisin parce qu'il est célibataire aussi, ou lui, parce que ce sont des milieux, notamment en campagne, où ça se passe comme ça. Et puis il y a quelque chose, soit volontairement, soit involontairement, qui a fait qu'ils ont voulu s'extraire de ça, de ce déterminisme. Et est-ce que c'est un peu leur point commun, ça, d'être libre d'esprit, pas forcément consciemment les deux, mais de l'être quand même, d'être très particulier dans leur milieu. Effectivement, avec un élément déclencheur très différent, c'est une véritable liberté d'esprit et d'action chez Ida, qui a une personnalité extrêmement puissante. Bon, chez Jean, c'est plutôt un choix par défaut. On apprendra qu'il a un peu fui son village natal parce qu'il avait du mal à supporter le regard de certaines personnes suite à quelque chose qu'il a fait. Mais oui, effectivement, c'est cette liberté, c'est cette extraction, un peu cet exil en fait qui les rassemble, un exil parisien. C'est vrai que Paris tient une très très grande place aussi dans ce livre parce que je trouve que c'est une bonne ville pour les gens qui veulent fuir quelque chose. Exactement. Si tu es d'accord, je disais tout à l'heure, de lire peut-être un extrait toi-même de ton roman, où je trouve que c'est un extrait de là à jusqu'ici, si tu es d'accord, qui, pour moi, résume parfaitement, en tout cas c'est très bien résumé, de ce qu'est Jean
et de son caractère. Je sais pas si tu te Ah, montres c'est avec marrant le parce que tu micro. vois, jusqu'à Sublime, c'est Oui. ça? C'est exactement cet extrait qu'on a lu aux commerciaux chez Gallimard Ah pour, d'accord. Ah bah je sais tu vois, Ah oui, comme d'accord. quoi il est significatif. Oui, OK. je trouve, oui. Lui était à peine un homme aux yeux des autres. S'excusant d'être trop grand, il promenait son corps de géant avec une lenteur de pape et une candeur de garçon de messe. Ses épaules se voûtaient sous la charge invisible de sa timidité. Sa silhouette formait un S magistral et déambulait sous l'impulsion nonchalante de son bassin toujours basculé vers l'avant. Il devait corriger sa position naturelle lors des essayages et le faisait d'ailleurs très bien. Mais aussitôt la besogne terminée, le jeune homme reprenait ses allures gauches d'adolescent. Ses membres semblaient avoir poussé trop vite autour de son torse sans relief sur lequel la pilosité avait à peine fait son apparition. Il avait pourtant, dans le regard, la gravité d'un homme qui en a trop vu. Le visage anguleux aux pommettes slaves exhalait toute la sagesse du monde. Il était d'une beauté curieuse, d'une beauté que l'on ne décèle qu'en scrutant l'âme et non le corps. La coquetterie qu'il avait dans l'œil gauche et la ridicule proportion de son nez bien trop gros l'excluaient de la catégorie bel homme pour ceux qui ne savaient pas regarder là où se niche le sublime. Bah, merci, merci. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. C'est C'est un Jean. extrait qui, voilà, résume parfaitement Jean. C'est tout à fait Jean. Savoir qui est Jean, c'est ça, c'est un être qui s'excuse presque d'être là et Qui s'excuse d'être né, ouais, déjà, et puis qui ensuite s'excuse des agissements qu'il a pu avoir, oui, malgré une grande candeur interne, quoi. C'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer à quel point un personnage peut avoir des accidents de vie, comme on en a tous des accidents de parcours, quoi. exactement. Et maintenant que je vais moi-même lire, parce que je vais pas te demander de lire peut-être 2 fois, Tu veux. ça fait beaucoup, mais pour montrer qui est Ida. De l'autre Mhm. côté, j'en parlais. Ida n'avait pas l'habitude de sombrer dans les tourments des romans à l'eau de rose que sa mère lisait et qu'elle exécrait. Ida s'était mariée, c'était déjà beaucoup. Au village, Ida n'avait connu que Pierre. Pierre n'avait connu qu'Ida et s'était montré bien maladroit. Il ne l'avait pas courtisée, leur rencontre s'était faite comme une transaction. Voulez-vous fonder une famille? Pas vraiment, mais je suis une femme. À quoi voulez-vous que j'aspire d'autre? S'était-il demandé dans un échange silencieux. C'était un dimanche. Depuis plusieurs semaines, ils s'envisageaient l'un l'autre et se saluaient avec un peu plus d'insistance après la messe. Rien de romantique n'avait entraîné ce choix. Tout était affaire de circonstances et de logistique. Peu de célibataires étaient encore disponibles. Les champs du père de Pierre jouxtaient la mare de la ferme du père d'Ida. Leur union était comme écrite dans la terre qui les a vus grandir. Je trouve que ça montre bien aussi le parcours d'Ida et ce milieu que je décrivais tout à l'heure, et finalement un bonheur qu'elle n'a pas connu jusqu'alors, qu'elle n'a Et jamais non, connu parce qu'elle c'est presque dans l'ordre des choses. c'est ça. Et même lorsqu'elle tombe enceinte, elle le dit, c'est un accident naturel et inévitable. C'est exactement ça. Il y a quelque chose, Ida est bretonne. Oui, Voilà, on est à Rennes, oui, ça fait petit clin d'œil. Mais c'est vrai que la Bretagne est un endroit très important pour moi, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mon ouvrage précédent, Le mari de nuit. d'accord. Et il y a quelque chose de, je sais pas si, j'imagine que c'est un peu comme ça dans tous les milieux ruraux, mais moi j'ai connu Callac dans les Côtes d'Armor et où Mm. j'ai observé quand j'étais petite ces espèces de transactions silencieuses entre adultes où tout est affaire de bienséance et où en fait la part de la liberté individuelle est relativement réduite, quoi. On fait l'activité, la même activité que son père ou que sa mère, on reprend la ferme ou on reprend la blanchisserie et voilà, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens à cette époque surtout avaient la sensation que Paris c'était l'émancipation, c'était s'individualiser et trouver son propre air, son propre équilibre. Mm. Et en réalité, la dangerosité de la liberté et de Paris, qui est une grande ville où on peut vite être anonyme, c'est de sombrer tout simplement dans ses propres démons et de ne pas profiter de la liberté au bon endroit, en Mm. fait. Et l'extrait le montre, Ida c'est un peu l'anti Madame Bovary, parce que Oui, finalement, elle c'est n'a ça. jamais du tout baigné dans ses romans à l'eau de rose et il n'y a rien de romantique dans sa vie. Euh, un roman donc, qui n'est pas très romantique. Est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, même s'il n'y a pas toutes les caractéristiques, que c'est un peu un roman gothique quand même, parce que c'est assez sombre. Ouais. Les sentiments sont exaltés, mais de manière très 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 sombre, très violente. Il y a quand même beaucoup de références, notamment au début, mais tout au long du roman quand même, au sang,
au sombre, à la violence, À la nuit. etc., à la Il nuit. y a énormément de scènes de nuit dans ce Oui, roman. ouais, Je m'en suis rendu compte quand j'ai une amie qui a présenté ce roman dans un book club oui, où le thème était une scène de nuit. oui. Et en fait, il y a pratiquement que des scènes de nuit, j'ai Bah l'impression, dans oui, mon c'est roman. vrai. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Donc exactement. oui, Est-ce que c'est un c'est roman gothique du coup? ouais, oui, c'est Oui. un roman gothique aussi parce que l'architecture y joue un très très grand Mm. rôle. La beauté de la pierre de taille, toute cette ambiance parisienne extrêmement sombre, nocturne, les jardins également. Enfin, je veux dire, c'est très très romantique et c'est romantique dans le sens torturé. Voilà, Oui, voilà, c'est c'est ça. romantique dans Mm. ce sens-là. Et mon éditrice parle d'une écriture nervalienne. Ah oui. Je suis une très grande fan de Gérard de Nerval, donc je suis évidemment extrêmement flattée, mais je vois ce qu'elle veut dire dans le sens où c'est vrai il y a quelque chose de l'ordre du romantique torturé à mort dans ce livre, quoi. Et d'ailleurs, la beauté, je le disais tout à l'heure, est liée à l'imperfection dans ton Mm. roman, mais la beauté est liée à la douleur, à Oui. la souffrance. En fait, j'ai noté plein d'extraits, plein de passages où le terme de beau est souvent lié à l'imperfection, à la souffrance, à la douleur, parfois même de la douleur physique, de l'auto-souffrance, Mm. etc. Et le beau est souffrance dans ton roman. Oui, le beau est source de souffrance en Oui. même temps que le remède à la souffrance. C'est-à-dire que Mm. c'est quelque chose d'extrêmement ambivalent, le beau. Et je pense que j'en parle de cette manière-là parce que pour moi, le beau a pendant un temps vraiment été un pansement sur des plaies que je pensais qui n'allaient jamais se refermer. D'accord. Et en même temps, je me suis aperçue que le beau me faisait aussi un peu du mal parce que le beau, c'est du coup une inspiration, une exigence aussi. Quand on regarde quelque chose de beau, ensuite on a envie de faire des belles choses. Or, la vie ne nous autorise pas toujours à la beauté. Mm. La vie moderne, c'est encore plus. Oui. J'ai trouvé aussi dans ton roman, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré, c'est que c'est un roman très sensoriel. Mhm. Ça fait Très important. beaucoup appel au sens, Oui. à la vue évidemment, au toucher, au goût, euh, également à l'ouïe, avec les bourdonnements dans l'oreille Mhm. dont on parle très souvent Jean. Fait des acouphènes. Ouais. Et également, et je voulais y revenir, à l'odorat. Il y Mm. a pendant 2 pages une description de l'odorat, qu'à part peut-être dans le parfum de Patrick Suskind, je n'avais jamais vu, c'est très très bien fait, bravo pour ça. Est-ce que c'est un roman que tu aimes, le parfum? Et est-ce que c'est J'adore. un hasard? Il s'appelle Jean, et que son frère s'appelle Baptiste, comme Jean-Baptiste Grenouille. Ah, dis non, j'avais pas. Non, Ah ah, non, c'est un c'est hasard, d'accord. complètement un Bon, hasard. j'avais vu ça. Et... Mais c'est excellent parce que j'aime bien faire des petites références dans mes livres, Oui, mais je tu pensais le que c'était une sais. référence au Et parfum. effectivement, ça aurait pu l'être, Hmm. mais non, pas du tout. Non, d'accord. C'est un roman que j'adore, bien évidemment. Je suis une très très grande fan de parfumerie, donc en fait, ça fait D'accord. partie de mes univers. Voilà, je suis très familière avec tout ça et j'ai tendance à noter, voilà, les odeurs des endroits ou les odeurs des gens. Et donc pour moi, c'est quelque chose Hmm. qui Ça se sent dans facilite ce ma livre, en fait. création. Ça se sent dans les Ouais, deux sens, quoi. ouais. Ça se sent beaucoup dans ce Ouais. livre. Ouais. Ouais, oui, effectivement, il y a une description du parfum d'Ida qui est très très particulier. Et c'est vrai que une femme ou un homme, quand on choisit un parfum, on se choisit un peu une identité extérieure qu'on va présenter au monde, et puis qui va rester après nous, hein, parce que Hmm. les femmes, quand elles se parfument beaucoup, il reste le sillage plusieurs minutes, voire dizaines de minutes après leur disparition, et du coup, c'est comme un fantôme. Donc là aussi, avec l'odeur, on est un peu dans l'ordre du gothique, dans le sens Oui. où Ah oui, oui, c'est non, un non, peu mais du absolument. revenant, quoi. Absolument. Non, non, et puis c'est ce que j'aime beaucoup dans ce roman, et c'est pour ça vraiment que c'est un roman très particulier, et c'est pour ça aussi que ça m'a fait penser au parfum. C'est une sorte d'apothéose finale, en fait. Parce que là, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai dit que la première partie, c'était la montée du désir d'Aïda, mais à partir de la deuxième partie, ça devient quelque chose d'indescriptible. Je peux pas le décrire, parce que sinon, ça serait vous gâcher vraiment le plaisir de lecture. On commence à rentrer dans la tête de Jean, on voit du tout que c'est pas du tout le personnage qu'on aurait pu imaginer C'est ça. en commençant le roman, c'est pas du tout celui qu'avait imaginé Ida. Lui-même est surpris par Ida par certaines manières. Au moment ils vont commencer à se parler, même si elle a du mal quand même à l'aborder. Elle a l'impression qu'il est complètement indifférent, qu'il est timide. Je n'en dis pas plus, vraiment rien. Je dis rien de ce qui se passe, mais ça finit vraiment en apothéose, et encore une fois une référence au parfum qui est l'une des fins les plus gênantes, troublantes, étonnantes de la littérature. J'ai vraiment été marqué par la fin du parfum, et là cette fin, j'y repense encore, elle est incroyable. Donc voilà, il y a ce double parallèle que je voulais faire avec le Tu sais parfum. que cette fin, on me l'a beaucoup
enfin voilà, les gens sont surpris par la fin Ah oui, ça c'est le cas de le dire, oui. et un peu choqués. Oui, Et c'est vrai que par exemple, ça, c'est incroyable. Je veux dire, honnêtement, c'est presque jamais vu, hein. bah merci, ça fait plaisir. Oui, Et oui, non, mais puis c'est vrai. et en même temps, du coup, c'est tellement étonnant et un peu violent quand même Ah oui, que ça reste un point compliqué pour vendre le livre, par exemple, sur des adaptations cinéma. ah oui, On, j'imagine. mes éditeurs travaillent là-dessus parce que au-delà de ça, c'est un livre qu'on verrait bien en série ou en film, Mhm. en téléfilm parce que c'est très visuel. Et à chaque fois, on dit ah ouais, mais la fin, est-ce qu'on peut vraiment mettre ça en image? Donc, bah, C'est obligé. En fait, on peut pas imaginer adapter ce roman en changeant sans la fin. en changeant la fin. Non, je suis Ça serait d'accord. pas le même. Mais en même temps, je comprends parce que euh, quelle actrice, quel acteur, on va demander de faire le début et la fin. Ça peut même intimider des acteurs parce qu'en fait, en littérature, je dis pas que c'est facile, mais il y a ton talent qui fait que c'est cohérent et que Mm. ça file et que il y a ce changement d'un coup presque d'ambiance et ce changement de style aussi qui fait que de belles phrases liées au monde du luxe, à la beauté, etc. On arrive presque à des phrases ensuite coupées, violentes, vulgaires et des personnages aussi qui changent et c'est compliqué, j'imagine, pour des acteurs aussi de se dire il va y avoir cette évolution dans Mm. le même film. Ouais. C'est Ce serait un rôle à César, je crois. oui, ce serait une vraie performance. Je voulais revenir donc sur le livre de poche Ouais. dont on parlait tout à l'heure. Donc, je savais pas que c'était une référence à la naissance du livre de poche que l'année 53. Il y a Ida, à un moment donné, qui voit Jean en train de lire. Alors, elle déteste les livres, elle Ouais. comprend pas que quelqu'un puisse lire, etc. Et lui, il semble être un peu dans son monde, avec ses livres, en train de noter sur des carnets, etc. Et il a des livres de poche. Mhm. Et elle trouve ça complètement stupide, horrible, que des grands philosophes puissent côtoyer des romanciers de l'époque. Mm. Et on est vraiment dans cette époque où il y a eu un repoussoir vraiment à l'époque Ouais. par certains qui voyaient dans le livre de poche quelque chose de complètement aberrant et étonnant de pouvoir le faire accéder à tout le monde. Mm. Il y a ça vraiment et c'était important. Donc du coup, je savais pas que c'était important, mais il y a ça C'était vraiment qui est important dans ton roman. Ouais, c'est très important pour moi en fait le rapport à la lecture parce qu'on s'aperçoit que notre rapport à la lecture, il est quand même en grande partie façonné par ce qu'on entend et ce qu'on voit quand on est petit. Et c'est vrai que bah, la génération d'Ida, c'est pas une génération qui lit facilement. Mhm. Le livre est Ouais, encore un objet un peu de luxe, ouais, donc surtout en province, dans un petit village, l'accès au livre il est pas si évident. Et du coup, il y a une espèce de timidité et de méfiance qui se fait par rapport à la littérature chez Ida, qui est une méfiance que j'ai un peu connue chez certaines personnes de ma famille de cet âge-là. d'accord. Et à côté de ça, j'avais par exemple mon grand-père qui avait mais des centaines de livres de poche dans son atelier. Donc, il bricolait, il écoutait la radio et puis hop, de temps en temps, il prenait un livre de poche. Et j'ai des souvenirs hyper émus de cet homme. J'en parle dans mon livre précédent qui, d'un coup, il s'échappe de son quotidien grâce à un petit livre de poche. Et, euh, et c'est une révolution de donner aux gens justement l'accès à la fois aux best-sellers de l'époque et à Spinoza, à Descartes. Mais il y a des, enfin, je sais pas si tu as dû regarder, mais il y a des archives de l'INA qui sont Oui. complètement affolantes, Mm. avec des gens qui disent il ne faut pas rendre la culture accessible à tous, puisque les gens qui n'ont pas financièrement accès à la culture ne vont pas, de toute façon, ils ne vont pas bien la recevoir, donc Mm. ils ne sauront pas quoi en faire. Et non, bien évidemment qu'on sait toujours quoi faire de la culture. Si on n'a pas les références, on trie, on referme le livre, on en prend un autre. Mais la lecture, pour moi, sauve. Elle a sauvé Jean. Exactement. Elle aurait peut-être sauvé Ida si elle Mm. avait eu cette porte de sortie-là. Oui. Et ton roman, il est également très marquant par son style, Mmh. le style que tu as, qui est, on voit que tu es à la fois capable de faire des très belles phrases, du très beau français, etc., bien travaillé au début, et puis ensuite de couper tes phrases, de faire de plus en plus courtes, et presque d'arriver dans un roman, pas d'aventure, mais avec un rythme qui s'accélère vraiment. Mmh. Et vraiment, c'est pour ça que j'encourage vous les lecteurs à aller lire ce livre, parce que le début ne préfigure pas du tout de ce qui va se passer après, et pour autant il y a quand même ce début qui est très beau sur le désir féminin, surtout passé un certain âge, qui est quelque chose de tabou, Mmh. les femmes qu'on a toujours sexualisées et qu'on demande ensuite d'un coup à un certain âge de ne plus l'être du tout parce que ça devient tabou et ça devient gênant. Il y a ce vraiment cette ambiance qui est très importante au début, et puis après un style qui change et une ambiance qui change. Donc je pense qu'il est vraiment fait pour tous les types de lecteurs, ce roman.
Et je voulais t'interroger sur ce style, sur cette écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup travailler? Alors, tu disais tout à l'heure que le fait d'avoir été pigiste chez Historia t'avait aidé à peut-être à synthétiser, et donc cette fin, on le voit bien. Et est-ce que, pour les belles phrases que j'évoquais tout à l'heure et d'autres, il y en a vraiment énormément, et j'en ai parlé sur mes réseaux, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes retravailler, ou il y a une première version qui est quasiment intouchable pour toi? Non, alors en fait, les plus belles phrases, les phrases que je préfère, elles arrivent en version 1, mais elles sont peu nombreuses. Et par exemple, je donne mon manuscrit à lire à mon éditeur uniquement en version 4 ou version 5. Donc, je suis quelqu'un qui travaille en faisant un premier jet, et ensuite, méthode Stephen King, je le mets dans un tiroir, je n'y touche pas pendant plusieurs mois, 2 ou 3 mois généralement. Comme ça, quand je reviens, je me sens un peu étrangère à l'intrigue et à l'histoire. Je suis surprise par certaines choses que j'avais moi-même oubliées alors que je les ai écrites. Et ça permet d'avoir un regard neuf et de restructurer. Donc la V2, généralement, est une version de restructuration. Et ensuite, sur la V3, sur la V4, on peut affiner le style. Et là, pour moi, tout l'enjeu, c'est de réussir à hisser le reste de mon texte au niveau des belles phrases très inspirées que j'ai eues de temps en temps, tu vois. Donc, la V3 et la V4, c'est pas forcément des relectures qui sont très agréables pour moi, mais qui sont évidemment très, très nécessaires pour la cohérence globale du manuscrit, quoi. Mais en même temps, la beauté étant une exception, tu l'écris toi-même, il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Il faut pas qu'il y en ait trop. C'est un subtil mélange, et tu parlais du rythme aussi tout à l'heure. Le rythme est aussi très, très important. Donc, je suis quelqu'un qui a tendance à écrire beaucoup plus, trop, et ensuite j'élague, je coupe beaucoup pour ne garder que l'essentiel. Qu'est-ce que tu appelles l'essentiel? Qu'est-ce que tu appelles du coup l'accessoire dans un roman? Tu vois, par exemple, la scène centrale du livre qui se passe dans une tour où Jean vient de vivre quelque chose de très difficile, et du coup il s'éreinte dans une course, il monte les escaliers d'une grande tour, et en fait on sent dans la lecture cette fatigue du corps et de l'esprit, cette espèce d'envie d'aller au bout de ses dernières facultés physiques pour oublier la douleur, en fait. Et moi, j'ai eu besoin de m'éreinter à l'écriture. Donc, ce chapitre était extrêmement long, avec énormément de descriptions de sensations musculaires, articulatoires, etc. Et je savais que c'était en trop et que ça partirait, parce que moi, j'avais besoin de me mettre dans un état d'épuisement pour transmettre mon épuisement à mon personnage, en fait. Tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de sensorialité dans ce livre. En fait, c'est important dans mon processus d'écriture. Il faut que je sois... par exemple, cette tour, j'y ai passé des heures à m'imprégner de la façon dont le son rebondissait sur la pierre, ou de l'odeur, tu sais, ces pierres de taille un petit peu moussues. Donc, ça fait vraiment partie... quand on me dit on croirait y être, parce qu'en fait, moi, j'y suis quand je l'écris. Donc, je décris vraiment ce qui se passe, ce que je ressens. Et c'est la manière dont je travaille, et c'est la manière dont, du coup, j'arrive à emmener le lecteur avec moi pour qu'il soit lui aussi immergé dans l'action. J'ai un respect infini pour les gens qui écrivent depuis leur bureau et qui arrivent à rendre ça. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, il faut que je vive, que je sente les choses pour pouvoir les décrire, tout simplement. Comme Nietzsche qui disait qu'il ne pouvait que philosopher bien qu'en marchant, quoi. Ouais, voilà. Ça, il n'arrivait pas à travailler dans son bureau non plus. Ouais, c'est compliqué pour moi. Écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et j'avais une toute dernière question, peut-être avant de conclure cet épisode, mais déjà je rappelais donc le Tissu de crin, donc aux éditions Mercure de France, qui est disponible, que vous pouvez déjà trouver en librairie, qui est sorti début avril, c'est ça? Et ouais, le 4. Le 4 avril. Voilà, qui est encore une fois un de mes gros coups de cœur de l'année en littérature. Donc je pense que j'en reparlerai en fin d'année en bilan, parce que voilà, ça fait partie des lectures dont vous ne sortez pas indemne. Donc vous savez que souvent je parle de passion liée à la littérature, d'émotion, et là vraiment il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. C'est bien écrit, les personnages sont à la fois attachants et à la fois repoussants. C'est ce que je trouve audacieux dans ce livre, parce que c'est assez rare d'oser mettre en scène des personnages comme ça et qu'ils soient tous comme ça. Donc on en découvre sur leur passé. Plus vous avancez dans le livre, plus vous en découvrez sur eux, et plus le livre change d'ambiance. Donc c'est vraiment un roman que je trouve audacieux. C'est vraiment c'est le mot. Merci. Audacieux, et je le dis souvent, mais c'est vraiment génial, parce que à la fin vous êtes complètement retourné et vous mettez du temps à c'est pas le genre de livre où vous le fermez et puis vous en commencez un autre juste après. Là, il vous faut au moins 1 ou 2 bonnes journées pour vous en remettre, pour dire waouh, qu'est-ce que je viens de lire quand même.
Donc bravo, félicitations. Merci. Et puis pour la toute dernière question, les auditeurs du Salon littéraire en ont l'habitude, j'aimerais te poser comme question, est-ce que tu aurais 3 ouvrages, que ce soit des romans, des essais, n'importe quoi, qui t'ont marqué dans ta vie ou récemment, ou qui ont Ouais. fondé ton amour pour la littérature? Eh ben écoute, je vais donner des choses assez anciennes parce que je pense que je suis une grande nostalgique du passé, tout simplement. D'accord. Mon premier grand coup de cœur littéraire, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Hmm. qui possède d'ailleurs une très très jolie scène de fouilles archéologiques. En fait, quand on Ah rouvre oui, oui, c'est vrai, la sépulture de Quasimodo et exactement, d'Esmeralda. exactement. Pardon pour le spoil, les deux meurent, pardon. Hein. Je veux surtout pas. Bon, c'est pas grave. Je pense que les gens qui devaient le lire l'ont lu, j'espère. Donc ouais, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et justement, je pense que mon amour un peu pour les personnages antipathiques provient de Notre-Dame de Paris, Hmm. puisque j'étais complètement fascinée le personnage, j'ai oublié Frollo? par Frollo. Oui. C'est ça. J'allais dire Frodon, mais c'est un autre livre. Non, il n'est pas antipathique pour les mêmes raisons. Mais oui, j'étais fascinée par ce personnage, à la fois Hmm. sa noirceur, sa petitesse et en même temps son Oui. humanité, parce qu'en fait, il s'agit de juste encore une fois de désir et Hmm. de désir très très mal géré, bien évidemment. Ah Hein, oui, on va pas oui, oui. encourager, mais quelque part il y a quelque chose de très touchant dans ce personnage qui est pourtant odieux. Oui. Donc voilà, ça ce serait mon premier coup de cœur. Le deuxième, et tu parlais tout à l'heure par exemple dans mon livre, il y a énormément de références à cet ouvrage. Tu parlais du sang sur le sable. Moi, un de mes premiers grands chocs littéraires, c'est Un roi sans divertissement de Jean Giono, Ah oui. où le sang sur la neige Hmm. joue Ben, je l'ai un pas encore lu. Je très l'ai très dans la grand rôle. bibliothèque, mais je l'ai pas encore lu. Quand tu vas le lire, tu vas t'apercevoir de plein de D'accord. Bon, références. ben, je relirai celui-là après alors. Ouais, il est vraiment fondateur pour moi, Un roi sans divertissement. Hmm. Et là aussi, le personnage central est un personnage qui découvre sa propre noirceur et qui est effrayé par cette noirceur. Je t'en dis pas plus pour pas gâcher. Et en dernier, je dirais très probablement Combat de nègres et de chiens. C'est une pièce de théâtre. J'aime beaucoup l'écriture de Bernard-Marie Coltès qui justement a une très grande exigence rythmique. Et c'est à la fois des phrases qui sont très belles et parfois il y a quelque chose de très quotidien qui émerge et d'un coup tu te rappelles que tu es dans une vraie vie en quelque sorte parce que d'un coup tu as une grossièreté au milieu de nulle part qui surgit euh, ou un mot d'argot. Et Combat de nègres et de chiens, c'est une femme. C'est encore une histoire de désir en fait. C'est une femme qui s'appelle Léon et qui vient accompagner un homme avec qui elle est en couple, mais pas vraiment. On la sent pas très très amoureuse et elle l'accompagne en Afrique. Et là, elle rencontre le désir face au corps africain. Et c'est une femme d'un certain âge également. Je crois qu'il y a pas mal d'Ida dans Léon, ou enfin, il y a plutôt pas mal de Léon dans Ida. Hmm. Donc voilà, ce serait le troisième très gros coup de cœur. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Très beau choix. Merci encore donc d'être venu à la fois sur le salon littéraire et sur la chaîne des Mémoires d'Adrien. Avec plaisir. Ça s'est très bien passé. J'espère que ça t'a plu également. C'était très très chouette. J'ai passé un très bon moment. Bon, ben c'est parfait. Donc encore une fois, donc Jennifer Kerner, Le tissu de crin aux éditions Mercure de France. Quant à vous, chers auditeurs et chers abonnés, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode donc des Mémoires d'Adrien ou du Salon littéraire. Et merci, j'ai oublié de le faire, merci encore à la librairie L'Astrolabe pour leur charmant accueil. Merci, au revoir. Merci.